Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec notre deuxième intervenant, Dr Béatrice Meza. Bonjour. Alors bonjour, monsieur Abdelatif. Bonjour et bienvenue. Et tout d'abord, félicitations à Béatrice Meza d'avoir son doctorat dans une ville qui est limitrophe à la ville de Lyon, c'est la ville de Grenoble. Oui, absolument. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelque chose par rapport à ce doctorat afin que notre auditoire puisse savoir de quoi il s'agit? Bon, déjà, bien sûr, merci beaucoup pour la félicitation et je suis très contente d'avoir fini un projet d'investigation, une thèse doctorale qui date depuis plus de 8 années. Donc, c'est vraiment le final de tout, le final de la continuité parce qu'on recherche ne finit jamais. Il faut toujours continuer en train de lire et d'étudier en réalité. Dans ces cas-là, c'est la réalité de Sahel, notamment de Mali, liée à la présence de groupes armés, soit dans les camps sécessionnistes, soit dans les camps djihadistes, et comprendre il y a eu actuellement la menace, comprendre le rôle de l'État au milieu d'une situation où un État comme le Mali, il a perdu, on peut dire, une grande partie de son pays, tout le nord de Mali, il y a une division de facto sur le territoire. Bon, j'ai travaillé dans les dernières années sur violence politique, groupes armés, et comment les groupes armés du nord de Mali, comme je disais tout à l'heure, groupes djihadistes, groupes sécessionnistes, ils ont se convertis dans des groupes de crimes organisés. Donc, je travaillais notamment pendant une période depuis 1996 et 2017. Je fais tout un travail empirique très vaste avec différents acteurs, des acteurs il peut s'agir des repentis de Hakimi ou de Moujiao, Ansardine, les fronts de libération de Massina. Mais aussi, je travaille beaucoup avec des otages, des médiateurs dans les opérations de prise des otages. Écoute, Béatrice, donc on va essayer parce qu'il faut bien préciser à notre auditoire. On parle de docteur Béatrice Meza, géopolitologue espagnol, docteur en sciences politiques, spécialiste du Sahel, du terrorisme et du monde arabe. Donc, il y a 3 volets que nous souhaitons développer avec vous aujourd'hui, Béatrice. Le Sahel, le terrorisme et la crise catalane. Et puisqu'on est sur le Sahel, pourquoi pas de commencer avec le Sahel afin que notre auditoire, qui a une idée qu'on entend parler, tout le monde dit qu'il y a Daesh dans le Sahel, tout le monde dit comme quoi c'est une guerre religieuse. Et vous venez de nous dire comme quoi c'est une guerre de criminels, mais aussi économique. Pourriez-vous nous donner une explication, oui, bien si c'est sûr. possible? Je vais faire un petit parcours de ma recherche pour que les écouteurs... C'est important parce que l'intérêt particulier que j'ai porté au sujet, il a commencé en 2010 dans le cadre d'une opération d'investigation sur l'enlèvement des Espagnols à Nouadhibou. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en Mauritanie en 2010. Il y avait 3 Espagnols qui ont été séquestrés. Au Mauritanie, ils étaient transférés vers le nord du Mali, dans le camp de Hakimi. Cet enlèvement fut mené sous l'apparente idéologie du salafisme djihadiste. Et c'était ça, en fait, le départ de ma recherche. De comprendre cette idéologie et pourquoi une séquestration pareille ici était faite vraiment au nom d'une idéologie qui s'appelle la salafia djihadia. C'est comme ça que j'ai commencé mon travail de recherche. Mais au fur et à mesure de mon travail empirique des années, j'ai commencé à comprendre et à observer au nord de Mali, à Bamako et aussi ailleurs, parce qu'on parle des acteurs qui sont transversales, qui sont pas seulement inscrits ou circonscrits au nord de Mali, sinon qu'on peut aussi trouver les mêmes acteurs à Burkina Faso, au Niger, Guinée-Bissau, au Sénégal. Donc j'ai commencé à comprendre que les opérations des otages, c'était une sorte d'industrie. Mais pas que ça. Il y avait aussi des autres activités de nature criminelle, parallèles à la séquestration des otages, à les enlèvements, comme par exemple le trafic de la cocaïne, le trafic de drogue en général, et aussi il y avait bien sûr le trafic d'armes. Donc j'ai commencé à comprendre
que la nécessité de créer des structures armées, il était lié à le contrôle territorial d'une zone qui est très riche en termes d'économie criminelle, et de là, la difficulté de séparer les agendas des groupes armés. Est-ce qu'il y a une véritable agenda idéologique ou est-ce qu'il y a une agenda économique? Et c'est là où j'ai commencé à travailler notamment, en train de faire cette distinction entre l'agenda idéologique et l'agenda économique. Et en travaillant avec tous les acteurs, comme je disais, notamment des groupes armés, de camps de la djihad, ou du camp aussi des autres groupes armés comme les groupes sécessionnistes, ceux qui cherchent a priori aussi à avoir une région propre à eux au nord de Mali, j'ai commencé à dévoiler qu'effectivement, la idéologie, il s'agissait juste d'un mécanisme de fédération des jeunes pour aboutir dans un projet qui était purement économique. C'est-à-dire que je travaille sur le fait de que ces gens-là, ils ont pour la cupidité et pour l'égocentrisme, et que ça n'a rien à voir avec l'intérêt d'installer un État islamique ou un État indépendantiste, sinon que la lutte entre les différents groupes armés du nord de Mali s'agit de le contrôle d'un territoire qui est florissante à cause de toute cette économie criminelle qui transite sur le nord de Mali. Donc pour moi, le Mali, c'est vrai que jusqu'à maintenant, par exemple, on ne peut pas dire que c'est une zone riche en ressources naturelles, comme on peut arriver au Congo, au Nigeria, de là aussi beaucoup de soulèvements, des insurgés, on va dire, ou des insurrections. Et ce n'est pas non plus une zone qui produit des ressources naturelles illégaux, comme le cas de la Colombie. Mais par contre, c'est une zone de transit. C'est là où je trouve qu'il est important de faire intervenir le Mali de l'agenda économique en tant que pays de transit de toutes sortes de économies criminelles qui a fait que tous ces groupes... Question précise, Béatrice, s'il vous plaît. Vous avez parlé de transit entre qui et qui? Oui, quand je parle de transit, c'est-à-dire que le nord de Mali, c'est par exemple un sang où aujourd'hui il y a beaucoup de transit de cocaïne qui vient de l'Amérique latine et qui arrive à travers l'Afrique occidentale, notamment la corniche atlantique, encore notamment Guinée-Bissau ou bien Sénégal, et qui va pénétrer dans la région en arrivant au nord de Mali comme un véritable carrefour de transit de cette drogue-là, mais aussi des armes. Et en même temps, le nord de Mali, il a représenté les refuges des otages depuis 2003, qu'il y a eu une séquestration massive de 32 touristes étrangers. On s'est rendu compte que les otages, ils ont devenu une véritable industrie qui représentait énormément de bénéfices pour les locaux, mais aussi pour des acteurs étatiques. C'est pas que les acteurs non étatiques, aussi il faut dire que c'est pour les acteurs étatiques. C'est-à-dire les acteurs étatiques, j'ai pas compris. Bon, je peux pas arriver très loin, mais quand je parle des acteurs étatiques, c'est-à-dire qu'il y avait des pactes de non-agression entre acteurs étatiques et les groupes soi-disant djihadistes pour se bénéficier de l'opération de libération d'otages. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a 3 Espagnols qui ont été séquestrés, il faut procéder à la négociation avec les groupes de ACMI, on va dire. Le gouvernement espagnol, bien sûr, c'est un gouvernement qui a toujours payé pour ses otages. Donc, le somme de l'argent, il va être distribué entre certains éléments de l'État malien ou de Burkina ou de la Libye, ça dépend de l'implication des États. Et aussi, il y a un somme de l'argent qui va entrer dans les katibas de ACMI ou de Mouya, en dépendant de qui a entamé cette opération. C'est-à-dire que il y avait un pacte de non-agression entre acteurs étatiques de Mali, par exemple, même aussi de Burkina Faso, dans l'époque de Camporé, avec les groupes armés, pour se bénéficier de cette industrie-là. Et c'est pour cela que, à partir de là, j'ai commencé à démythifier la idéologie qui était derrière de ces groupes armés, parce que pour moi, cette idéologie, c'était juste une couverture pour
fédérer. Ça veut dire que l'idéologie n'existe pas parce que tu dois convaincre, tu dois mobiliser. Et pour mobiliser à des gens, il faut faire croire aussi à certains gens, notamment de la Mauritanie, qu'il y a une cause pour laquelle il faut lutter. Mais après, tu vas trouver aussi des acteurs qui participent dans différents groupes armés, dans le cas d'Ansardine ou dans le cas d'AQMI, qui vont être là parce que cette organisation représente pour eux un débouchement professionnel, une façon de pouvoir se servir à travers, on ne sait pas, à travers la construction d'un puits d'eau ou à travers la possibilité le fait de pouvoir accéder à une arme ou accéder à un puits de l'eau, comme je disais tout à l'heure, etc. Tout ça, c'est des petits prévents qui font que les gens, ils s'intéressent à aliéner à ces genres de structures armées, mais pas par une question idéologique. Je ne sais pas si j'arrive à me comprendre bien toujours. Sûr, non, bien entendu. Donc voilà. Pendant ces dernières années, j'ai essayé toujours d'expliquer comment la question purement idéologie, il n'est pas au centre du débat, c'est surtout une dimension économique comme principe et comme objectif d'existence de tout groupe armé. Et là, je sais que je rentre dans une déconstruction totale de la théorie, mais mon travail, c'est un travail qui était fait sur le terrain, c'est-à-dire qu'il y a toute une base empirique qui est fondamentale pour comprendre déjà qu'est-ce qu'il y a derrière de chaque acteur. Et c'est vrai que c'est très difficile de faire ces distinctions des agendas, mais vous savez, je peux vous expliquer que les attentats terroristes qui aujourd'hui existent au Sahel depuis 2013, c'est après l'intervention française, avant l'intervention française à 2013, au nord de Mali, au Mali en général, Burkina Faso, Niger, jamais a eu des attentats terroristes. Jamais. Il y avait que à Nouakchott, à 2007, mais aussi il faut contextualiser pourquoi il y avait une attaque contre une famille française et une attaque aussi contre l'ambassade israélienne à Nouakchott. C'était à 2007, dans le moment que AQMI, il a fait une signature de la Baïa pour devenir AQMI, parce qu'avant c'était pas AQMI, c'était le GCPC. Donc ils avaient besoin d'avoir une visibilité en tant que structure armée, et précisément ça coïncide, cette nécessité d'avoir la visibilité, avec les deux attaques qu'ils ont fait à Nouakchott. Mais en général, il n'y avait jamais des attentats. Tout qui était lié à les groupes d'armées dans les dernières années, jusqu'à 2013 ou jusqu'à 2012, quand il a commencé la guerre, c'était en fait, les activités c'était lié toujours à des séquestrations, à des opérations, et aussi à des activités criminelles. Mais déjà, c'est intéressant de faire toute une analyse de ce qui s'est passé jusqu'à 2012, jusqu'à l'éclatement de cette guerre au nord de Mali. Et c'est maintenant qu'on commence à voir comment tous les pactes de non-agression qui ont été signés, ils ont tout bien sûr, ils ont rompu parce que il y avait le coup d'État contre ATT, il y avait aussi les soulèvements populaires à Ouagadougou, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de changements dans le contexte régional qui a fait que tous les pactes, par exemple, n'existaient plus. Il y a eu une intervention aussi internationale, il y a eu l'inclusion de nouveaux acteurs armés au nord de Mali. Ansardine, c'est nouveau. Ansardine, c'est depuis 2011-2012. Moujao, c'est depuis 2012. Il faut expliquer aussi pourquoi. Le Front de libération des Machina, c'est depuis 2013. Et tous les groupes armés de le camp sécessionniste, MAA, MNLA, MSA, MPCA, GATIA, etc., c'est des groupes armés qui sont nés récemment, c'est-à-dire à partir de la crise de Mali 2012. Donc, ça c'est important aussi de voir comment toute cette mosaïque des groupes armés, c'est lié à la question aussi de l'influence tribale de la région, et c'est lié aussi à la lutte pour pouvoir préserver le territoire où je suis influent en tant que leader tribal, pour pouvoir toujours me bénéficier d'un territoire qui économiquement il est important, et aussi politiquement il faut avoir une visibilité politique qui me permet d'avoir une gestion économique de la zone, ou en même temps une gestion militaire. Donc il est lié, tout est lié. Et c'est comme ça qu'on explique aujourd'hui toute cette multiplication des acteurs, soit dans les camps djihadistes, soit dans les camps sécessionnistes. Et encore une fois, Moujao, par exemple, l'assistance de Moujao, c'est lié à la séquestration des Espagnols à Tindouf.
Et c'est lié à des divisions internes entre les Algériens et les Mauritaniens par rapport aux séquestrations. Ils n'étaient pas contents par rapport à la distribution des bénéfices des otages. Donc c'est pour cela que Moujaou il a préféré d'aller toute seule et de travailler toute seule sans appartenir à le leadership de l'Algérie. Donc bon, il y a énormément de données, énormément de détails qui expliquent très bien comment un katiba comme celui de Moujaou, il travaillait notamment dans le pôle des drogues et dans le pôle des otages. Et même vous pouvez aussi aller vers les sources ouvertes. Aujourd'hui déjà, on commence à parler de ça à travers des repentis de Moujaou, qui actuellement, ils sont des acteurs étatiques. C'est-à-dire, il y a beaucoup de repentis de les différents groupes djihadistes de Nord Mali qui aujourd'hui sont dans un processus de négociation avec l'État malien. De tout ça, ce qui est vraiment important à dire, c'est où le Mali il se trouve aujourd'hui, parce que il y a des conclusions qui sont pas vraiment très optimistes, non? C'est-à-dire que on voit l'effondrement de l'autorité de l'État central et la dilution de toute manifestation concrète et efficiente dans ce sens, c'est-à-dire que on voit comment l'autorité centrale, il a perdu, comme je disais tout à l'heure, le nord du Mali. Vraiment, il est en division de facto aujourd'hui, donc il faut passer par des négociations avec les différents groupes armés du nord du Mali pour pouvoir commencer à travailler sur une unité nationale qui n'existe plus avec toute la multiplication des groupes armés, tous les intérêts qui est derrière, etc. Mais il y a aussi autre chose, comme effet de l'économie criminelle, l'effondrement de l'ancien ordre socioculturel du Mali. C'est-à-dire que tous les systèmes tribaux qui existaient au nord de Mali, soit organisation hiérarchique, coutumes, valeurs, croyances, tout ça est fini à cause de l'économie criminelle. Aujourd'hui, le classique leader tribal, on va dire par exemple, il y a une tribu comme les Iforas, qui c'est la tribu par excellence au nord de Mali, dans la communauté Touareg. Pour certes, il n'y a plus de respect vers la tribu très éminente ou dominante, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, il est mesuré à travers l'économie criminelle. Plus de l'argent toi à travers l'économie criminelle, plus tu peux t'imposer en tant qu'acteur politique, militaire, économique. Vous voyez donc tous les systèmes tribaux, organisationnels, comme je disais, des côtés, etc., tout est en train de changer aujourd'hui à cause de l'impact qu'il y a eu de cette économie criminelle dans la région. Mais il y a beaucoup des effets directs aussi actuellement et qu'ils ont malheureusement ça ne nous rassure pas par rapport à l'avenir, parce que comme je disais tout à l'heure, il faut d'abord réussir à avoir un véritable accord, et l'accord il ne passe pas seulement par les acteurs qui sont dans une table de négociation. Je trouve qu'il faut aussi passer par des acteurs qui ne sont pas dans une table de négociation. Et c'est ça la complication, parce que quand on parle de Jalal Gali, c'est un homme qui est très respecté par énormément de gens au Nord, qui joue toujours un rôle très important au Nord, que même s'il est considéré terroriste par la communauté internationale, etc., j'imagine qu'il y aura des négociations parallèles, parce que sinon ça va être très difficile de pouvoir aboutir dans un statut de stabilité comme le Mali il y a eu avant, parce qu'avant, la stabilité il était réussie à travers des contrats sociaux entre les différents groupes. Donc il faut vraiment passer par des nouveaux contrats sociaux avec tous les acteurs, à mon avis, pour éviter continuer dans une dynamique d'utilisation des armes pour aboutir dans cette imposition des pouvoirs. Non, et on est là actuellement. Donc, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer correctement. Non, justement, c'est très clair et c'est très intéressant. Je ne vous cache pas la vérité, j'ai appris énormément de choses avec vous aujourd'hui. Je voudrais dire que c'est juste que si on est en train de cibler toujours la menace sur la question terroriste, sans voir qu'est-ce qu'il y a derrière, si on continue toujours en train de construire les discours en Occident et ailleurs sur la menace djihadiste, on ne va jamais cesser les véritables problèmes, parce qu'il n'y a pas d'intérêt de vraiment cesser les véritables problèmes. Parce que les véritables problèmes, comme je disais tout à l'heure, c'est les pouvoirs économiques, c'est la cupidité. Et là, il faut toujours trouver des solutions à travers la négociation. Je ne crois pas à trouver une solution frontale. Je crois à la solution de la négociation politique avec les acteurs. Et voilà, heureusement qu'on est là pour déconstruire un discours qui n'est pas toujours correct ou qui ne correspond pas à toute la réalité de Mali et de Sahel.
Justement, parce que vous avez parlé d'un point très important qui m'a interpellé. Vous avez parlé de l'éclatement de l'État en tribus. Malheureusement, ça m'amène à la question principale. On voit cette épidémie d'éclatement d'État arrive en Europe. Et le cas de la Catalogne. Y a-t-il un certain nombre de points de ressemblance ou pas? C'est la question que je vous pose. Oui, c'est vrai que dans tout le monde aujourd'hui, on est en train de vivre de crises identitaires. Dans ces cas-là, on va dire je voudrais dire des crises d'intégrité territoriale, non? Le Maroc, avec la question du Sahara marocain, l'Espagne avec la question de Catalogne, le Mali avec le Nord, l'Algérie un jour avec le Sud, que c'est complètement toilé, qui a aussi un effet contaminant. C'est-à-dire que toute la question de la unité nationale, on est en train de vivre aujourd'hui l'effondrement de l'État moderne, tel qu'il était construit par la colonisation. Donc, on revient à les périodes avant les États modernes. Non, ça c'est vraiment la défaillante de l'Afrique actuellement et ça se voit comme un effet négatif de la colonisation. Mais on arrive en Europe et effectivement on trouve aussi un cas particulier où une région comme Catalogne, à travers une classe politique qui aujourd'hui gouverne de nature indépendantiste et qui n'est pas légitimée par tous les Catalans, mais il est légitimé par une partie des Catalogne. Il se dit aujourd'hui qu'on cherche une indépendance et on veut aussi pousser à la population catalane à aller vers une votation pour voter l'indépendance. Et là, ça montre qu'on a besoin toujours d'un dialogue, d'un processus de négociation et de dialogue parce que malheureusement aujourd'hui, et la preuve, on l'a le 1er octobre, en utilisant des moyens coercitifs, en utilisant la violence pour aborter une consultation qui est illégale, il faut dire, déclarer la consultation pour l'indépendance en Espagne, dans la région de Catalogne, il est illégal selon la justice espagnole. Constitutionnellement, il n'est pas légal. Mais on ne peut pas appliquer la force pour éviter cette consultation, à mon avis, parce que la preuve de l'erreur, il est là. Aujourd'hui, les sentiments indépendantistes en Espagne, il a remonté énormément. Et là, ça doit nous mener à tous à une nouvelle réflexion, une nouvelle construction d'un discours où on a besoin véritablement de s'asseoir et de penser à construire, c'est possible, un autre modèle d'État. On ne sait pas, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a déjà la proposition de l'opposition espagnole du Parti socialiste d'aller vers une réforme constitutionnelle où le gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, le président de la droite espagnole, il a dit oui. Il a dit oui, c'est la nouveauté, une déclaration dans laquelle le gouvernement espagnol a dit qu'on doit travailler pour une réforme constitutionnelle et ouvrir un débat avec des dates pour voir, c'est-à-dire ouvrir un débat pour voir où il faut y aller et éviter la situation d'aujourd'hui de Catalogne. C'est possible d'un nouvel modèle territorial où les régions ils se gèrent beaucoup plus, parce que finalement le problème de Catalogne il est là. Ça s'agit de la autogestion. Fiscalement, comment on vous s'est autogéré, politiquement, comment on vous s'est autogéré. Donc vraiment on doit récupérer l'esprit de la transition espagnole qui était un modèle pour tout le monde. On ne peut pas détruire tout ce qu'on a construit nous après une dictature comme celui de Franco et avec un processus de transition politique. On a besoin toujours de récupérer l'esprit de la transition espagnole comme aujourd'hui on est en train de dire dans la société espagnole. Mais ce qui est vraiment très dommage, qui nous touche à tous profondément, c'est la fracture sociale, c'est la division sociale. Parce que finalement, qui sont les victimes? C'est le peuple espagnol, c'est le peuple catalan. On est des victimes tous une politique qui est responsable, soit la politique catalane, soit l'administration centrale. Il y a toute une responsabilité qui est bidirectionnelle. Et voilà, donc on a besoin vraiment de nous reconstruire dans la dynamique de la concorde et de la cohésion. Et en écoutant à l'autre, même si c'est que tu écoutes, tu n'aimes pas, mais on est obligé à s'asseoir et à écouter à l'autre aussi, non? Bon, c'est un sujet qui est compliqué. Et fort heureusement. Mais je pense que tout ce qui nous arrive dernièrement nous aide à tous à réfléchir
dans un autre... Et ce qui est aussi mauvais, c'est l'utilisation politique de la question catalane de la part de partis politiques comme Podemos ou ailleurs. Donc, finalement, on est où? On est là pour faire l'opposition politique, on est là pour trouver des solutions à un problème territorial qui existe aujourd'hui en Espagne et qu'on ne peut pas écarter. L'Espagne, il a un véritable problème parce qu'il y a un secteur de la population catalane qui veut l'indépendance. Ça, il faut l'écouter, il faut s'asseoir, il faut voir comment on doit faire. C'est intervenu le roi d'Espagne dans cette affaire. Comment vous la voyez? Je pense que c'est très important. Le roi d'Espagne, il a joué toujours un rôle important. On sait très bien constitutionnellement en Espagne, les rois, ils jouent un rôle limité à la couronne. Mais dans le moment qu'il y a une crise nationale comme l'Espagne est en train de vivre, c'est là où il y a l'obligation de faire une intervention. Une intervention, on dit, voilà, comme ça s'est passé avant, pendant l'essai du coup militaire à 83, non? Donc, je pense que c'est important cette implication, bien sûr, de Sa Majesté dans une situation où la nation, il est faible et la nation, il est attaqué, on peut dire, non? Voilà. Juste une dernière question concerne un dossier où vous avez participé, vous avez échangé avec un ancien djihadiste, M. David Valla. Sachez-le que M. David Valla a été, grâce à cette émission, a été invité à une radio espagnole pour avoir son avis sur ce qui se passe en Espagne. Est-ce que le modèle espagnol est à jour par rapport à la France ou par rapport au Maroc pour la gestion de ce dossier épineux du terrorisme? Moi, je ne pense pas du tout, Abdelaziz, qu'on est dans les mêmes niveaux. D'abord parce que, même si on a eu une expérience très vaste dans les comptes terroristes, et parce qu'on a produit nous-mêmes aussi notre propre terrorisme, le terrorisme domestique qui était lié à l'organisation des États au Pays Basque. Donc, on doit dire que l'État espagnol, malheureusement, il a une expérience vaste sur la question terroriste. Maintenant, on est en train de vivre, maintenant qu'on a dépassé terrorisme d'État, on est en train de vivre un autre genre de terrorisme. Donc, de nature, on va dire, islamiste, non? Malgré, j'aime pas toujours utiliser la terminologie de manière très gratuite parce qu'il faut faire attention avec l'utilisation des concepts islamistes, islamiques, etc. Donc, je pense qu'il faut être vraiment très fine quand on va s'adresser à ces gens-là. Mais, on n'a pas d'expérience dans cette camp-là des natures djihadistes. Donc, on est en train de former les services de sécurité espagnols vers ce sens-là. Il y a énormément d'amalgames aujourd'hui. Il y a tellement de peur et tellement d'ignorance qui dificultent beaucoup une véritable lutte contre le terrorisme djihadiste. Il y avait tout aussi, comment je peux dire, il y avait tout. L'Espagne, il était très vierge dans l'implantation des associations islamiques, les discours qui viennent des associations islamiques dans chaque ville, et aussi la relation entre l'association et la mosquée, et les discours qui est établi autour de cette structure religieuse, parce que finalement, l'immigration qui vient de Nord-Afrique, notamment du Maroc, chez nous, c'est aussi récent. On n'a pas 4 générations comme en France des immigrés, c'est moins que ça. Et donc, je pense qu'on était vraiment très ignorante par rapport à les nouveaux modèles de société espagnole qui sont en train de se créer, qui est beaucoup plus pluriel, beaucoup plus multiculturel. Il faut accepter qu'il y en a beaucoup plus d'une confession religieuse. Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de Marocains qui se sont installés en Espagne. Et donc, il y a une confession religieuse que c'est l'islam qui est en train de se propager en Espagne comme ailleurs et que c'est tout à fait légitime. Donc, il faut vraiment penser à des politiques d'avenir et de futur pour pouvoir tolérer à tous. C'est-à-dire qu'on doit construire un modèle de société espagnole. On est tous représentés. Et là, c'est une responsabilité de la classe politique, c'est une responsabilité de l'État. C'est une responsabilité de tous, finalement, de la classe politique, des gens, des médias de communication, des systèmes éducatifs de la société civile. Il faut accepter qu'une société ne se construit pas à travers seulement ni une confession religieuse, ni une race. Aujourd'hui, on doit aller vers cet communautarisme. Donc, il faut vraiment travailler beaucoup sur une vision future où tous on soit représentés
Et de là, bien sûr, maintenant, il faut appliquer des politiques sécuritaires et aussi des politiques éducationnelles et sociales vers des communautés musulmanes que malheureusement, ils ont manipulées par des acteurs qui répondent à des intérêts ailleurs et qui ont en train de transformer notre jeunesse vers le radicalisme en disant que voilà, que tout ce qui est autour de eux, c'est les kafirs, c'est l'infidèle. Donc tout ça, il faut travailler. David Valal, l'autre jour chez nous, qu'on a discuté dans votre émission, il a très bien expliqué, non, les mesures préventives sur lesquelles il faut y aller pour éviter déjà la crise identitaire qu'un musulman il peut souffrir dans une terre européenne, notamment en Espagne, comment il faut affronter ça, etc. Le rôle important des parents à la faire. Et il y a beaucoup de choses, Abdelatif, sur lesquelles il faut qu'on travaille, mais on est obligé, si on ne veut pas vraiment continuer, à avoir un radicalisme galopant et atroce de notre jeunesse musulmane. Eh bien, de notre jeunesse espagnole musulmane. Bien et sûr. c'est ça la différence par rapport auparavant. Et pourtant, Béatrice, parce qu'il y a un certain nombre de points qu'il faut bien les préciser quand même. Hein. Donc, l'Espagne, premièrement, elle est en relation avec l'islam depuis des siècles et des siècles. Donc, ce n'est pas un pays qui découvre l'islam. Hein. Donc, il faut bien. C'est ça la contradiction. J'arrive justement. C'est là où je veux en revenir. Hein. Donc, il y a ce point-là. 2, l'Espagne est présente au Maroc par les 2 enclaves déjà. Ceuta et Melilla. 3, il y a des relations de proximité avec le Maroc. Et on constate, et en plus tout ça, l'Espagne il est plus chrétienne, hein, donc par rapport en tant qu'État, par rapport à l'État français, l'État laïque. Vous voyez, donc il y a tous ces éléments-là, et on constate qu'il y a un laisser-faire ou un oubli, ou je sais pas comment je vais l'appeler. Non, une situation comment dire, on est aveugle par rapport aux réalités qui s'imposent chaque jour à travers les flux migratoires qui arrivent et qui sont en train de construire notre société à l'intérieur de nos sociétés et que les valeurs, ils sont plus des valeurs judéo-chrétiennes, sinon qu'il y a aussi des coutumes nouvelles, des valeurs nouvelles, etc., qui vont participer dans la construction de notre société. Et c'est là où il faut travailler. Mais il faut travailler dans la société civile, il faut faire un travail de terrain. Parce que le problème, c'est au niveau du terrain. C'est dans une petite école où il y a des musulmans marocains ou des musulmans algériens d'origine et qui partagent la salle avec des Espagnols d'origine, on va dire. Donc, et il y a un qui mange pas le halouf et l'autre. C'est des petits trucs qui ont en train de créer des divisions, des fractures, de malinterprétations de la part de chrétiens espagnols vers l'autre religion. Donc il faut vraiment lutter contre tous les stéréotypes, les clichés. Il y a énormément de choses. Justement, parce que si je fais la comparaison, Béatrice, dans ce sujet-là, parce qu'avec tous les intervenants que j'ai fait passer sur le dossier d'Islam de France, hein, qui sont assez nombreux, là on parle d'une quarantaine, voire plus, hein, d'intervenants qui ont parlé par rapport à ce dossier, on parle de la France. La France est arrivée à un niveau comme quoi il y a un réel problème de la gestion du dossier d'islam. Et le président, avec la création de la Fondation de l'Islam, il y a une volonté politique que l'islam de France se fait gérer par la France. Est-ce que le cas peut être valable par rapport à l'Espagne, ou bien on va demander l'implication de l'étranger, des pays d'origine, des musulmans qui se trouvent sur le territoire espagnol pour demander de l'aide pour gérer ce dossier? Moi, je pense qu'il faut aller vers une institutionnalisation de l'islam. L'islam, il doit être institutionnalisé, comme le Maroc, il a déjà dit plusieurs fois. Et c'est fondamental pour éviter des déviations, pour éviter de mauvaises interprétations. On a besoin d'une seule parole. Moi, je suis pour une seule parole, une seule autorité, à moins un guide qui adresse une parole spécifique et qui vient avec des règles. Et ça fait à travers l'institutionnalisation de n'importe quelle confession religieuse. Mais c'est problématique parce qu'il n'y a pas que l'islam, il n'y a pas que le christianisme, il y a aussi le judaïsme. Donc, on aura des débats qui sont bons. Si on institutionnalise l'islam, il faut institutionnaliser aussi des autres religions. Mais je considère qu'il faut passer par cet encadrement de la religion. Parce que chez nous, en Espagne, on est très vierge par rapport à la France. Comme je disais tout à l'heure, il y a tellement d'associations islamiques qui sont
ouvrir ses portes loin de la vision sécuritaire, etc. Personne n'a mis les yeux dans ces espaces-là qui ont été des secrets pour accueillir les musulmans espagnols et les intégrer pour éviter en fait de se détacher de leur culture, leur. Mais on a besoin de contrôler tout ça. On ne peut pas laisser cette camp-là ouverte. Il faut vraiment faire un travail comme les Marocains sont en train de faire. Moi, je pense qu'il y a un travail magnifique qui s'est fait ici, à travers des formations des imams, à travers des formations de Morshida, à travers la Rabita. Ils sont en train de travailler pour une vision unie sur la question religieuse. Et c'est la seule façon de pouvoir faire face à le rigorisme, à mon avis. Et donc, voilà. Et je voudrais juste indiquer que, malheureusement, c'est une contradiction, non? Parce qu'on a invité pendant 8 siècles les musulmans et les chrétiens dans l'Espagne, et notamment dans l'Andalousie islamique de l'époque. Et vous voyez, monsieur, on a dans notre école, ou dans le système éducatif espagnol, la façon dans laquelle on reçoit l'histoire, ça n'a rien à voir avec la réalité de notre histoire. C'est-à-dire que si déjà, dans une école, on est en train d'enseigner sur l'islam à l'époque de l'Andalousie islamique, avec une vision qui est des conquêtes et des conquêtes, de comment il y avait une situation dans laquelle il y avait la conquête chrétienne vis-à-vis de les musulmans, par exemple. Comment on est en train de faire une lecture de l'histoire depuis la vision de ce qui vaincre, non? Et ce qui est vaincu. Dans ces cas-là, ce qui vaincre, c'est la monarchie chrétienne espagnole de l'époque et qui est vaincue, c'est les musulmans. Si on est dans une position hostile par rapport à la révision historique de l'époque, on ne peut pas en fait déjà même pas avancer parce que on est en train de créer une division. Dans les moments que on fait des études sur l'histoire espagnole dans le contexte de l'Andalousie islamique ou de l'Espagne islamique de l'époque, et on fait cette lecture depuis une division, déjà le départ il est malade. Donc je pense qu'il faut aussi décoloniser l'histoire. Il faut décoloniser l'histoire et il faut déconstruire l'histoire pour construire encore une fois l'histoire. Je suis pour changer les bouquins, la façon dont ils racontent l'histoire islamique en Espagne. Il faut changer ça. Parce que déjà, ça ne correspond pas à la réalité. Il y a aujourd'hui énormément des historiens qui ont fait toute une déconstruction de l'époque, non? Sur la conquête, sur l'invasion musulmane en Andalousie et ailleurs. Donc, il y a beaucoup d'éléments à déconstruire. Et je suis pour, et je ne suis pas la seule. Il y a toute une communauté espagnole, des historiens, etc., qui sont pour faire une révision de l'histoire. Oui, c'est politique. Et sociétal, et aussi formation, certes. On peut pas mentir sur l'histoire, quelles que soient les raisons qu'on peut. L'histoire restera toujours de l'histoire. On peut mentir sur l'avenir, mais par contre, l'histoire, c'est impossible de mentir sur l'histoire. Oui. Docteur Meza Béatrice, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Et sincèrement, le débat avec vous, c'est un débat très, très intéressant et très chaleureux. Et je vous cache pas la vérité, j'ai appris énormément de choses avec vous. Et surtout, cette relation et notamment cette notion des explosions d'États souverains, soit en entité religieuse, soit en entité indépendante, soit pour des raisons économiques ou autres. Est-ce que l'État moderne est en difficulté? C'est la question qu'on va essayer de poser pendant les prochaines émissions afin de voir réellement le pourquoi de ces failles et est-ce que ça nécessite une mise à jour de l'État moderne. Merci beaucoup, monsieur Abdelatif. Barakallahu fik. Merci infiniment, Béatrice, et bon séjour au Maroc. Félicitations une deuxième fois au docteur Béatrice Meza. Shukran, barakallahu fik. Ma salama. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc.
Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc.